Bonjour, je range mon bureau. Nouvel épisode. Le précédent a été tourné il y a 12 jours et entre-temps, pas mal de livres se sont entreposés. Soit que j'ai fini de les lire alors qu'ils étaient en train, soit que je les ai lus dans l'intervalle, soit éventuellement que ça ne soit pas moi qui les ai lus. Et d'ailleurs, on va commencer par un livre que je n'ai pas lu cette fois-ci, ou en tout cas pas sur cette forme. Il s'agit de Ninive de Henrietta Rose Innes, traduit de l'anglais par Elisabeth Gilles. Et c'est assez ironique parce que ce matin, en allant marcher à pied, j'ai marché, j'ai longé quelques rues, et j'ai notamment croisé, je suis passé à côté d'une petite camionnette en stationnement, qui était la camionnette d'un dératiseur, et c'était vraiment marqué élimination des rats, éloignement des oiseaux, etc. Et il se trouve que Ninive, qui est un roman traduit de l'anglais d'une écrivaine sud-africaine, et justement, a pour sujet la question des parasites, des animaux dont on veut se débarrasser. Alors, je vais expliquer un petit peu plus ce dont il est question, et la raison pour laquelle en fait j'ai pas lu ce livre stricto sensu. Il se trouve que j'ai lu le livre de Henrietta Rose Innes en anglais il y a 2 ou 3 mois, c'est Nineveh. Je l'ai en fait emprunté à la bibliothèque universitaire et j'ai recherché rapidement dans les vidéos Je rends des livres, qui est l'autre série, celle dans laquelle je rends des livres que j'ai empruntés, et il me semblait en avoir parlé. En fait je pense pas du tout. Bon, ben, ça sera éventuellement un oubli à réparer. C'est un roman vraiment majeur, et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que du coup je l'ai acheté en français, et du coup eh bien, les non-anglophones ou les non strictement anglophones de ma famille ont pu le lire. Et donc il y a 2 personnes qui ont lu cet exemplaire-là, mais pas moi. Alors apparemment la traduction est... moi j'avais regardé assez rapidement la traduction, qui a l'air assez bonne en fait, la traduction d'Elisabeth Gilles. Il y a juste visiblement pas de relecteur chez Zoé, puisque à plusieurs reprises le verbe serrer est conjugué comme le verbe servir. Je serre la main, S-E-R-S. Donc ça c'est quand même des coquilles inacceptables. Mais voilà, donc sinon la traduction est quand même pas mal. Alors c'est un roman qui, du coup, je le disais, je partais d'un élément autobiographique ce matin. C'est un roman dont la protagoniste est la fille en fait d'un dératiseur, qui a un mode de vie. Donc le père avait un mode de vie, on va dire à la limite du nomadisme, voire de la clochardisation, quelqu'un avait des gros problèmes d'alcool, etc. Et donc en fait l'héroïne du livre, c'est vraiment, ou le personnage principal du livre, c'est vraiment la fille. Et cette fille en fait a fondé elle-même une société pour débarrasser les maisons, les immeubles, etc. Des animaux qui y sont indésirables. Et l'innovation de cette société, c'est qu'elle le fait sans tuer aucun animal et sans utiliser de produits nocifs. Donc voilà un petit peu le point de départ de Ninive. C'est cette jeune femme qui, avec un grand succès d'ailleurs, propose ses services. Et en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle réussit à piéger, en fait, sans les blesser, elle réussit à piéger les animaux, qu'il s'agisse d'insectes, de cafards, de blattes, de rats, d'animaux même plus gros éventuellement. Elle les piège, elle a toute une série de pièges et de tactiques très très pointues, et elle les libère ensuite dans la nature sauvage. Voilà, donc ça c'est le point de départ, et c'est aussi pour ça que j'avais voulu lire ce livre. C'est un livre qui est très bien écrit. Alors ensuite il y a toute une situation qui fait que moi je trouve la deuxième partie, qui se passe dans un complexe immobilier qui a le nom justement de Ninive, donc c'est le nom en fait d'un complexe immobilier. Je trouve toute la deuxième partie un peu moins réussie, mais enfin bon, j'espère avoir éventuellement l'occasion de reparler de ce livre plutôt à partir de l'original. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma pile? Eh bien un livre de François Bon, Impatience, un texte de 1998 il me semble, je vais revérifier. C'était l'époque où il était encore publié aux éditions de Minuit. Et Impatience, c'est un texte qui à la fois parle des dépossédés dans les villes, donc qui est un des grands textes urbains de François Bon. J'avais jamais lu ce livre-là, donc c'était l'occasion, je l'ai acheté là récemment et je l'ai lu dans la foulée. Mais c'est aussi un texte qui interroge évidemment les marges des genres et qui refuse le roman, qui est écrit en fait en refus du roman, avec une forme de théâtralisation qui ne suit pas non plus les codes d'écriture du théâtre. Donc c'est véritablement un texte qui cherche à être
à la fois théâtre et roman, et aucun des deux en fait. Donc j'ai envie de dire pure textualité, pardon, en quelque sorte. Et on va peut-être en lire, puisque là pour le coup je l'ai lu, j'ai choisi un extrait d'Impatience. Alors c'est intéressant parce que, encore d'un point de vue strictement autobiographique, je me suis rendu compte que quand François avait publié ce livre, il avait exactement l'âge que j'ai maintenant, et de toute évidence, il était un peu à la croisée des chemins, il se posait un très grand nombre de questions sur la nature, la généricité, des textes, etc. Enfin, des questions que je me pose aussi pas mal depuis quelques années. Et c'était en fait avant de faire, je crois, le plongeon dans le grand bain internet avec l'expérience, tiers-livre bien sûr, l'expérience remue aussi. Donc voilà, un extrait, ici à la page 45, ce sont les passages en italique, c'est un extrait de passages en italique. Et c'est encore image de la ville, et celui qui au 4e sous-sol du parking de la gare a son sac de couchage et son sac, et celui qui dans la rue piétonne à 7 heures regarde les poubelles et cherche à manger, et celui qui s'est introduit dans une chaufferie d'immeuble et dort sur un carton, et celui qui sur le parking de l'hypermarché a dormi dans sa voiture, parce que c'est le seul toit qui lui reste, et celle qu'une amie de rencontre a hébergée sur un matelas dans sa chambre, et celle qui est restée assise dans le carré vitré de la gare et maintenant cherche où dormir, et celui qui a voyagé toute la nuit dans un train sans billet, et remonte maintenant vers le centre-ville, et celui qui a servi de gardien dans un immeuble de bureaux avec machines et alarmes et maintenant boit un café au comptoir avant de rentrer dans sa chambre sans machine ni alarme, et celle qui tôt le matin nettoie les sols parmi les mannequins de vêtements dans les magasins, et à cette heure où elle est venue, dans la rue commerçante, ne croisait que des femmes comme elle venant pour nettoiement et mise en ordre. Et celui qui est à l'arrière du camion à diesel fumant noir pour ramasser les séries de poubelles dans les quartiers mornes de Pavillon, et celle qui attend 10 minutes avant l'heure en plein hiver, ouverture de la garderie, pour laisser 2 enfants endormis et capuchonnés, et tout cela qui fait la ville, dans ces moments de bascule fragile, quand soi-même on marche depuis la gare, longtemps avant l'heure, qui ici nous requiert, qu'on a préféré le train de nuit, et qu'on s'assoit sur la banquette de cuir noir du café qui ouvre, avec les odeurs de tabac froid de la veille, la radio mise trop fort et le courant d'air qui ramène jusqu'ici les odeurs d'échappement de la ville, qu'on s'obstine à différencier des visages qui résistent, parce que ce qui nous les livre est pour eux le quotidien répété et usé, et c'est dans cette ville-ci, au bord du fleuve, près de la mer, comme dans cette autre, au débouché des montagnes où gît le minerai, ou encore ces villes du sud avec les maisons ocre et rues étroites, ou celles qui les résument toutes en amphithéâtre sur la mer rigide, comme ses sœurs à l'autre bout du pays, balayées par le vent d'ouest et livrées aux cris des oiseaux de mer, comme enfin dans la plaque grise et tentaculaire où de l'une à l'autre il faut changer de gare et où toujours encore on marche, cette manie que tu as eue d'arriver, toujours à l'aube, dans les villes, comme s'il y avait à y faire, comme si un miracle pouvait advenir, ou bien qu'elle délivrerait quelque chose de plus dans leur visage encore mal débarbouillé de l'aube, Venise même, cet hiver sous la neige, bien avant le jour, ou Bombay après l'avion, dans le taxi vitres ouvertes. La ville qui se désagrège, comme elle endort et lamine, ceux qui traversent le spectacle immobile de ces images. Donc on l'a entendu, je pense, une seule phrase de 2 pages dans Impatience de François Bon. Retour aux traductions. Sigismund Krysanowski, dont j'ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, le club des tueurs de lettres, j'avais parlé de Rue Invisible qui m'avait plu, et le club des tueurs de lettres, traduit du russe par Claude Sécharel, m'a en revanche plutôt laissé sur ma faim. J'ai trouvé que c'était finalement un récit qui rappelait en fait un certain nombre d'autres tentatives de la littérature russe. Alors c'est peut-être d'ailleurs très intéressant pour les russisants, je ne sais pas. Ça fait un peu penser à Léonid Andreïev d'une certaine manière, à Gogol d'une autre manière, ou à Bulgakov peut-être. Bon, mes connaissances sont vraiment celles d'un amateur même pas éclairé en matière de littérature russe. Moi j'ai été un petit peu déçu. Pourquoi ? Parce que finalement c'est un livre dont le sujet est un club de personnages qui ont des pseudonymes, qui portent des sortes de masques et qui se réunissent chaque semaine chez l'un d'entre eux pour raconter des histoires qu'ils veulent enterrer, des histoires qu'ils veulent ne pas écrire. Et donc en fait ils se racontent des histoires afin de ne pas en faire des textes. Et bon, j'ai trouvé que c'était une sorte de prétexte narratif pour finalement
bricoler, faut mettre en forme des bribes comme ça les unes avec les autres, en prenant en plus, et je trouve que c'est finalement là la plus grande faiblesse du texte, en prenant un narrateur, enfin d'ailleurs c'est un narrateur ou c'est un personnage, je sais plus, oui, j'ai déjà oublié s'il dit je ou pas, j'ai vraiment pas précisé. Enfin en tout cas un personnage principal qui est au départ à l'extérieur du club, qui a le droit d'y assister et qui finit par décrypter une sorte de machination, de dissimulation entre les membres de ce club des tueurs de lettres. Et bon, et je trouve que le texte hésite entre plusieurs genres, entre plusieurs modes, entre plusieurs registres aussi. On a le sentiment qu'il y a une tentative comique à un moment donné, mais je sais pas, moi j'ai pas, enfin, je n'ai pas accroché, j'ai pas tellement le dire mieux, c'est pas terrible comme formulation, c'est pas très analytique, mais c'est un peu à ça que ça se résume. Donc voilà, autre livre qui va aller rejoindre les étagères quand même de littérature russe, qui sont quelque part derrière, là, bon, peu importe. Le dernier, Jacques Roubaud, quand je dis le dernier, enfin le plus récent j'espère, il n'est pas très en forme, il n'arrête pas de le dire d'ailleurs dans ce livre-là, peut-être, ou La nuit de dimanche, brouillon de prose, autobiographie romanesque, un livre qui a donc 4 titres, un titre principal double, en rouge ici, un sous-titre entre parenthèses, brouillon de prose, sur lequel Roubaud s'explique de manière vraiment répétée dans le livre, et enfin autobiographie romanesque. Et Roubaud ne cesse de dire en fait que il s'agit donc d'une autobiographie, c'est qu'en fait il s'agit de 2 fragments de la vie de Roubaud, il insiste vraiment sur 2 éléments de sa vie qu'il lie ensemble par des remarques en quelque sorte méta-narratives, hein, des remarques aussi sur le processus d'écriture lui-même, sur les circonstances dans lesquelles il écrit ça. Et finalement, alors il appelle ça brouillon de prose, il n'arrête pas de dire, il suffirait je pense d'ouvrir le livre au hasard, j'ai pas noté de page, presque pour dire, pour en trouver un exemple, il n'arrête pas de dire qu'il n'a plus le temps, voilà, il a des problèmes de santé, il est sans cesse hospitalisé, il n'a plus le temps de mettre en forme, et c'est à nous, en quelque sorte, c'est au lecteur, de s'y retrouver ou pas. Et c'est quand même très déroutant parce qu'effectivement, quand on a l'habitude quand même des structures, des architectures à la fois très foutraques mais très très maîtrisées de Roubaud, et quand on aime ça, on a effectivement l'impression un petit peu quand même d'une forme de, oui, de déliquescence formelle, enfin je sais pas, c'est pas, voilà, c'est un peu frustrant de ce point de vue-là, ou un peu triste aussi d'une certaine manière. Alors il n'en demeure pas moins qu'il y a l'humour de Roubaud qui est là, il y a l'humour structurel, justement la manière dont Roubaud joue avec la forme est toujours quelque chose d'à la fois extrêmement excitant, enthousiasmant, et puis quelque chose de savoureux aussi. Donc on retrouve tout ça bien sûr. Ce qui moi finalement m'a le plus, je sais pas comment dire, agacé ou ennuyé finalement dans ce livre, c'est toute la partie règlement de compte sous forme de roman à clé, autour de ce qu'il appelle l'appentis, dont on comprend très bien que c'est une fictionnalisation de l'Oulipo, de l'ouvroir de littérature potentielle, et de toute évidence, il y a là toute une partie roman à clé. Je sais que je connais sur Facebook des gens qui sont très proches de l'Oulipo, qui suivent vraiment de très près ce qui se passe à l'Oulipo depuis de nombreuses années, et qui visiblement ont trouvé cette partie règlement de compte tout à fait intéressante et passionnante, etc. Je dois avouer que moi, je peux prétendre connaître bien l'Oulipo, connaître bien un certain nombre d'œuvres qui en sont sorties, un certain nombre de principes qui en ont émergé, mais je ne connais pas du tout la tambouille de l'Oulipo soi-même. Je ne suis jamais allé à un jeudi de l'Oulipo, enfin, j'ai tendance à être un petit peu d'ailleurs à voir depuis de très nombreuses années quelques distances avec certains des plus actifs oulipiens qui généralement produisent des textes, contrairement à Roubaud justement, qui sont de purs exercices complètement vides de sens. Enfin, quelqu'un comme Hervé Le Tellier par exemple écrit pour moi des livres qui sont d'une vacuité à peu près totale. Donc voilà, comme je ne suis pas du tout dans l'Oulipo, dans le Cénacle, etc., toute cette partie roman à clé, donc puisque je fais cette sorte de revue de presse en rangeant mes livres, je le signale, quelqu'un qui connaîtrait pas très bien l'histoire vraiment précise de l'Oulipo, des enjeux de pouvoir à l'Oulipo et de ce qui se passe à l'Oulipo, risque comme moi quand même de trouver toute cette partie vraiment extrêmement fastidieuse. Et vraiment Roubaud ne fait aucun effort pour, enfin c'est délibéré là encore, brouillon de prose, il ne fait aucun effort
pour faire comprendre, ou pour en tout cas rendre la chose plus jouissive, même quand on ne connaît pas. Parce qu'il m'est arrivé, moi, de lire des romans à clé dont je ne connaissais ni les tenants et les aboutissants, et c'était quand même passionnant, parce que c'était bien écrit, parce que c'était drôle, parce que, voilà, c'était une histoire. Mais là, l'histoire échappe quand même grandement, quand on n'a pas tous les détails. Et pourtant, il me semble reconnaître certaines figures, et même avec ça, c'est pas évident. Alors malgré tout, je vais quand même lire un extrait de la partie du chapitre 15, en l'occurrence, dans laquelle de manière là pour le coup très drôle, il dresse une sorte de portrait à charge, un peu à la manière d'une certaine manière, un peu à la manière des caractères. Donc ici, il s'agit de celui qu'il a nommé dans sa fiction Couchomel. Il existe un oiseau charmant nommé Coucou, dont le chant est enchanteur et chanté par d'innombrables bardes qui l'enchanta au long des siècles. Les naturalistes, sans prononcer de jugement moral sur son comportement, ont une vue plus sobre. Le coucou a une habitude constante qui paraîtra à un esprit non prévenu nettement moins enchanteresse que sa voix. Ayant la flemme de bâtir un nid, il choisit celui d'un autre oiseau qui lui paraît plus à même d'abriter sa nouvelle printanière famille. Il s'y installe, jetant au bas de l'arbre les œufs qui s'y trouvent, et si ça se trouve, les bébés déjà nés, après les avoir trucidés d'un coup de bec adéquat. Mon hypothèse, Monsieur Couchomel est un coucou. Il y a des coucous en tout domaine, commercial, artistique, politique, ce sont les plus fréquents. Monsieur C appartient à une autre variété, il est ce que je nommerai un coucou homme de lettres. Je vais m'attarder un certain temps sur son cas, et fort bien nécessaire, puisqu'avec l'aide décidée de M, je ne sais si c'est avec beaucoup de joie, mais c'est ainsi, et l'appui de R, résigné il me semble, mais qui s'est décidé à l'appuyer, peut-être pour ne pas avoir à reconnaître que pour une fois, oui, il avait fait une erreur, avec toutes les ressources rhétoriques dont il dispose, et elles sont grandes, c'est lui qui maintenant commande, en fait, le groupe. Il emploie diverses stratégies, toutes caractéristiques d'un coucou homme de lettres. Alors si j'ai choisi ce passage, c'est aussi, alors ça montre un petit peu aussi le côté totalement abstru et totalement abscon et opaque du roman à clé, mais c'est aussi parce qu'il y a quand même une énorme inexactitude dans l'analogie. Moi ça m'a, voilà, comment lit-on un livre? On le lit aussi avec ses connaissances, et j'ai pas des grandes connaissances en ornithologie, mais le coucou ne fait pas ça du tout. Quand il dit le coucou s'installe dans un autre nid et jette au bas de l'arbre les œufs qui s'y trouvent, c'est pas du tout ça que font les coucous, puisque les coucous, en fait, la femelle choisit le nid d'un oiseau a priori plus petit, en général des rousserolles, des hippolaïs, des fauvettes, hein, des oiseaux un peu comme ça. Elle mange un œuf, en fait, elle fait disparaître un œuf pour que les oiseaux ne se rendent pas compte quand ils reviennent qu'il n'y a pas le même nom, ce qui veut dire que les oiseaux repèrent, par exemple quand ils ont pondu 8 œufs, qu'il en manque un quand même. C'est ça qu'ont démontré les éthologues avec l'exemple du coucou. Elle gobe un œuf, elle mange un œuf, elle pond son œuf dans le nid, et puis elle s'en va. Donc en fait le coucou il pique pas le nid des autres oiseaux, la femelle coucou bouffe un œuf, le remplace en quelque sorte par le sien, et ensuite le coucou mâle et le coucou femelle, à aucun moment, ils n'élèvent de petits coucous. Qu'est-ce qui se passe du coup? C'est que le coucou, lui, il sort de l'œuf entre 24 et 48 heures avant les autres, avant l'éclosion des petites fauvettes, des petites rousserolles, etc. Et alors qu'il est à peine... qu'il a les yeux à peine dessillés, qu'il est encore tout gluant, enfin voilà, tout ça, il éclate donc sa coquille, il sort, et dès qu'il a repris un peu des forces, qu'est-ce qu'il fait? Il fait basculer tous les œufs par-dessus. Et donc ça veut dire que la femelle et le mâle rousserolle, et alors la nature est curieusement faite de ce point de vue-là, ne voient aucune difficulté, elles ne trouvent pas ça bizarre du tout, elles ont un seul petit alors qu'elles avaient 8 œufs, et ce petit, particulièrement vorace, parce que les coucous sont beaucoup plus gros que les rousserolles ou que les fauvettes, elles vont, évidemment, le mâle et la femelle rousserolle vont s'échiner et s'esquinter pendant 3-4 semaines à le nourrir. À l'arrivée, on a du coup des photos souvent assez cocasses, enfin assez hallucinantes, de deux adultes d'une espèce beaucoup plus petite, en train de nourrir un coucou qui est presque prêt à sortir du nid et qui est 2 ou 3 fois plus gros qu'eux, en fait. Voilà, donc ça c'est ce que font vraiment les coucous, c'était quand même pour rectifier sur ce point Jacques Roubaud. Enfin voilà, c'est Jacques Roubaud. Si on aime Jacques Roubaud, on aimera. Moi, ça, voilà, ça m'a laissé sur ma faim pour un certain nombre de raisons, mais voilà, c'est quand même très bien. Un livre que j'ai fini avec difficulté parce que ça m'a un peu lassé. Décidément, je me rends compte que je suis très négatif aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. L'avant-dernier, Salman Rushdie, 2 Years, 8 Months and 28 Nights. J'en avais d'ailleurs traduit
un extrait dans le cadre des traductions sans filet du mois de janvier. Alors c'est l'avant-dernier roman publié par Salman Rushdie, j'ai pas lu le dernier qui, si j'ai bien suivi, est une sorte de fictionnalisation de Donald Trump. Celui-là, bon, bah, c'est du Rushdie pur sucre, j'allais dire, à savoir du Rushdie foisonnant, baroque, abusant et usant et abusant du réalisme magique, de la fantasmagorie, et il raconte en fait deux choses principalement dans ce roman, si je veux essayer de le résumer, d'autant que j'ai pas du tout préparé ça, et que ça part dans tous les sens, c'est du Rushdie. Il part du principe que le philosophe Ibn Rushd, plus connu en Europe, dans le monde occidental, sous le nom d'Averroès, a eu en fait plusieurs enfants avec une femme djinn, donc une femme esprit, et Dunya. Et avec Dunya, il a donc eu des enfants, et la progéniture de ces enfants finit par constituer une sorte de race à l'intérieur de l'espèce humaine, une sorte de race d'êtres humains à moitié djinn. Ce qui, si on ramenait ça par exemple à l'Antiquité grecque, ce seraient des héros, à mi-dieu. Et d'ailleurs, ils ont à peu près les caractéristiques un petit peu fabuleuses, ils ont des compétences ou des caractéristiques un petit peu curieuses, des pouvoirs en quelque sorte. Donc ce sont vraiment donc c'est une race de héros. Et donc voilà, et il va raconter en fait ensuite l'histoire principalement d'un jardinier aux États-Unis à l'époque contemporaine, plus ou moins, parce que ça reste assez flou, à l'époque contemporaine, d'un jardinier qui est le descendant, l'arrière, petit-fils ou neveu, etc., de Averroès et de cette Dunya, de cet esprit. Et l'histoire du coup se passe à notre époque contemporaine, ou même un petit peu en avant, donc c'est sans doute également futuriste comme livre, et le livre finit par raconter une guerre que se livrent deux clans d'esprits, de djinns, dans le monde humain. Il y a en quelque sorte la porte qui normalement sépare, le portal, le passage qui sépare normalement le monde humain du monde des esprits, s'ouvre et il y a notamment des esprits maléfiques qui cherchent en fait à détruire l'humanité afin qu'elle se tourne vers Dieu. Et c'est en fait à l'instigation des théologiens qui ne sont pas d'accord avec Averroès et qui donc veulent que les êtres humains se tournent vers Dieu. Alors c'est très compliqué, je pense que what I'm saying is not making sense, enfin le résumé que je fais n'est pas nécessairement très facile à suivre, c'est pour dire voilà ce qui se passe, et donc toute la deuxième partie, enfin toute la fin, il n'y a pas deux parties, mais toute la fin, la deuxième moitié on va dire du livre, raconte la façon dont Dunya, devenue en fait la reine des djinns, va mettre au pas les esprits maléfiques qui cherchent à faire sécession et qui sèment la terreur et le désordre, et en fait nettement plus le désordre que la terreur sur la terre, en les mettant au pas et en s'en débarrassant. Donc c'est une sorte d'épopée racontant la manière dont Dunya, la reine des esprits, se débarrasse de ses adversaires djinns maléfiques, the dark djinns, les djinns sombres, les djinns noirs. Alors c'est, comme toujours avec Rushdie, très bien écrit, très ironique, avec une très grande drôlerie dans la création d'adjectifs, de verbes, etc. Enfin, mais c'est un peu saoulant quand même. Moi j'ai toujours ce problème avec Rushdie. Il y a quelques livres de Rushdie que je trouve vraiment magnifiques, comme Shame par exemple, un de ses tout premiers, ou comme The Moor's Last Sigh, qui est très beau aussi. Mais il y en a un certain nombre aussi, je ne les ai pas tous lus, mais il y en a quelques-uns que j'ai pas pu finir. The Ground Beneath Our Feet, par exemple, moi j'ai jamais pu finir ce livre-là. Celui-là, je l'ai fini, bon, il est relativement court, il fait à peine 300 pages, mais voilà, c'est quand même un livre qui, je trouve, s'essouffle. Voilà, c'est le problème que j'ai parfois avec Rushdie, c'est que toute l'idée de départ, toute la narration de départ, tout ce qui se passe avec Averroès au début, c'est vraiment très très beau, c'est très drôle, c'est subtil, ça se suit bien, enfin voilà, c'est agréable à lire, et puis moi je trouve que ça s'essouffle un peu. La fin, en fait, les 50 dernières pages m'ont reconquis en quelque sorte, mais voilà, donc ça a été traduit en français, hein, donc pour ceux qui lisent pas l'anglais, il n'y a pas de problème. 2 Years, 8 Months and 28 Nights, qui évidemment est une réécriture des 1001 nuits, je ne l'ai pas rappelé, parce que ça, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, ça fait 1001 nuits, et donc Dunya est une sorte de double de Scheherazade, donc il y a aussi toute cette dimension réécriture des 1001 nuits, réécriture
de l'Iliade. Enfin voilà, c'est comme toujours chez Rushdie, il faudrait évidemment des heures et des heures pour vraiment expliquer tous les tenants et les aboutissants culturels, intertextuels, théologiques du livre. Mais voilà, j'ai essayé de synthétiser, j'ai dû en parler 4 minutes, et je ne suis pas du tout sûr que ça avait le moindre sens. On continue, il reste quelques minutes. Je me suis replongé dans Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le grand intellectuel, philosophe et linguiste sénégalais, et son grand classique Nation, nègre et culture. Je me suis replongé dedans et j'ai relu notamment tous les chapitres sur alors qui ont été contestés chez Anta Diop. Il y a une partie de ses thèses ou de ses théories qui sont loin de faire l'unanimité, mais qui sont toujours quand même vraiment passionnantes à lire. Encore, la première édition, elle doit avoir plus de 50 ans quand même, je pense. Là, c'est une édition qu'il a lui-même refondée. C'est 1954 la première édition, ça a 64 ans. Et l'édition là, augmentée, révisée, etc., date de 1979. Et donc c'est un livre, donc j'ai relu beaucoup tous les passages où il montre, où il démontre, de manière quand même assez convaincante, ça a été beaucoup contesté, mais de manière assez convaincante, les liens qu'il y a entre l'Afrique noire, la Nubie, l'Égypte antique, toute la reprise qu'il fait en termes d'égyptologie, des hiéroglyphes, des représentations, enfin et les liens qu'il fait linguistiquement aussi, avec un certain nombre d'écritures symboliques, ou d'écritures logogrammatiques, ou d'écritures alphabétiques, d'un certain nombre de peuples, notamment d'Afrique de l'Ouest. Et c'est voilà, donc c'est vraiment très. C'était vraiment un plaisir d'y revenir. Et bon, il y a toute la dernière partie, que j'ai parcouru vraiment un peu plus vite, qui est vraiment liée à une démonstration de la possibilité qu'il y a, et c'est une des thèses de Cheikh Anta Diop, et quand il publie la deuxième édition révisée en 1979, c'est à peu près contemporain des articles et des conférences que prononce Ngugi wa Thiong'o, qui donneront lieu, qui seront rassemblés ensuite dans le livre très important Decolonizing the Mind, et c'est un peu la même idée. Ce qu'il veut démontrer, c'est qu'on peut en fait traduire tous les concepts philosophiques, géométriques, technologiques dans une langue africaine, et qu'il est essentiel pour décoloniser. Donc c'est vraiment la même thèse, elle n'est pas formulée de la même manière, mais c'est la même thèse que Ngugi. On peut, et on doit, selon lui, sortir des langues européennes et véritablement avoir en Afrique un enseignement des technologies les plus modernes et de la philosophie mondiale, avec une langue qui soit une langue nationale, d'où le titre Nation, nègre et culture. Et il le fait à partir du Wolof, qu'il appelle le Valaf d'ailleurs, il écrit le Wolof Valaf, V-A-L-A-F. Si on n'est pas averti, il faut faire attention à ça, parce qu'on peut se demander, tiens, c'est quoi cette langue? En fait, c'est le Wolof, en fait. Donc il faut juste revérifier ça. Donc voilà, toute cette dernière partie consiste aussi, pour lui, à établir un lexique du Wolof Valaf, compatible avec l'enseignement contemporain. J'ai parlé de 6 livres seulement, je blablate beaucoup. J'en avais 2 autres que je voulais ranger, je vais peut-être pas pouvoir le faire, ou alors si je vais le faire, et je vais pas en parler longtemps. Il y avait The City de Lauren Boix, qui est sur mes étagères depuis facilement l'été, je crois que j'ai lu ça en juillet dernier. Et puis, ça fait partie de ces livres que je ne me résigne pas à ranger tout de suite parce que j'aimerais y revenir. Et j'y suis pas encore revenu. Alors, Zoo City a été traduit en français. C'est un livre qui, là encore, c'est comme... j'ai commencé par Nineveh de Henrietta Rose Innes, mais je finis par une autre sud-africaine contemporaine, Lauren Boix. C'est un livre qui, en quelque sorte, croise le genre de la science-fiction avec là encore le réalisme magique, avec une vraie critique sociale aussi. C'est une enquête, et c'est... bon, j'ai pas le temps d'en parler en détail, mais si jamais je ne le laisse pas sur ma pile et que je le range, ben, j'aurais au moins signalé ce livre-là, voilà, dont j'aimerais quand même reparler d'une manière ou d'une autre. Bon, on verra. J'en avais traduit aussi quelques pages l'an dernier dans les traductions sans filet. Je le signale, ça doit pouvoir se retrouver. Et pour la dernière minute, un livre que lui, pour le coup, je vais aller ranger, un des derniers Lobo Antunes traduit en français. On le sait, Lobo Antunes a déclaré il y a déjà 3 ans qu'il n'écrirait plus de nouveaux livres, qu'il prenait sa retraite d'écrivain en quelque sorte. Alors en France, on a un petit peu cette chance-là, qui est qu'avec les retards de la traduction, on en avait, au moment où il a dit ça, encore 2 ou 3 à découvrir. Celui-là, je pense que c'est le dernier.
Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, traduit du portugais par Dominique Nedelec. Et c'est, comme toujours, et j'ai pas le temps d'en lire, donc c'est pas bien, mais c'est comme souvent, comme toujours chez Lobo Antunes, un croisement de voix, un croisement polyphonique lié à des questions de mémoire autour d'une vieille actrice qui vit ses dernières heures et qui perd la mémoire. Voilà. J'aurais aimé avoir plus de temps pour parler de ce livre, mais c'est comme ça. On arrive à la fin de la demi-heure. Bon week-end.